Alors, pour reprendre effectivement ce qu'a dit Paul Cassia, il a tout à fait raison, c'est-à-dire que même si on est dans le cadre d'une loi spéciale, il y a bien un vote Oui. au Parlement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité au Parlement pour voter ce projet de loi qui effectivement est une prérogative du gouvernement. Pour qu'il y ait une majorité, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 289 députés. Là où Paul Cassia a raison de dire, c'est que dans les faits, une loi spéciale, en tout cas quand on voit le précédent de l'hiver dernier, lorsqu'il y a eu la censure de Michel Barnier, aucun parti politique ne s'était opposé à une loi spéciale parce que c'est effectivement, ça engage la continuité de l'action de l'État, puisque ça permet à l'administration, et en termes de comptabilité publique, c'est important de d'abord recourir aux impôts, donc de récupérer les crédits pour ensuite après les dépenser. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'administration. Et deux, surtout, c'est que ça permet, c'est un autre point qui est abordé, ça permet aussi même aux agents publics d'être rémunérés, aux dépenses sociales, donc toutes les prestations type retraite, logement, aide au logement et toutes les aides sociales non contributives d'être également versées. Donc la loi spéciale permet de permettre la garantie du fonctionnement de l'État, et donc effectivement, aucune force politique n'aurait intérêt, ni politique, ni d'un point de vue électoral, même celles qui sont le plus en défaveur d'un compromis, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement national, à ne pas voter la loi spéciale. Donc oui, la loi spéciale devrait être a priori votée à la majorité. Alors, j'entends votre conditionnel. Pardonnez-moi d'insister, je reviens vers vous, Paul Cassia. En échange et on n'est pas satisfait pour l'instant. Oui, et en fait, plus structurellement, quand vous mettez à la place des agriculteurs, il y a souvent cette récurrence de points qui est amenée à chaque fois, c'est que quand on fait des promesses sur des subventions, même quand la PAC doit distribuer des subventions, il y a un écart entre le moment où c'est annoncé, qui est important, et un écart au moment où c'est réellement versé sur le compte de l'agriculteur. Et donc, en fait, cet écart-là, d'ailleurs, c'était ce qui avait motivé en partie la crise agricole de janvier 2024, donc ce qui va faire il y a 2 ans. Donc, c'est quand même un point aussi important. Et donc, dans le même cas, quand on promet des indemnisations sur le bétail qui a été abattu, du coup, de fait, les agriculteurs disent, mais ça va arriver ce n'est pas encore arrivé, et ça va arriver dans très longtemps. Et donc, ça pose problème. Et donc, effectivement, ça crée une sorte de colère. Ensuite, après, la colère, pour moi, elle s'entretient également parce que le gouvernement a fait une erreur, je trouve, politique sur cette séquence, notamment en parlant de trêve ou en essayant de renvoyer les agriculteurs sur le même modèle que ce qu'ils font, par exemple, avec la SNCF ou les cheminots, etc., qui se mettent souvent en grève aux périodes de fête en disant, soit quand vous vous mettez en grève à Noël, vous pénalisez la France qui travaille, vous pénalisez les Français d'un point de vue général. Et donc même, c'était, je crois, Maud Bréjon qui disait on ne tolérera plus aucun blocage lors des périodes de Noël. Ouais. Cette position-là, dure vis-à-vis des agriculteurs, me paraît être une erreur pour 3 raisons au moins. Un, déjà, c'est que les agriculteurs ne sont pas une profession qui se met souvent en grève ou qui fait souvent blocage. Certes, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on vit sous le règne de la colère agricole, mais jusqu'à présent, ce n'est pas comme la SNCF. La SNCF, par exemple, depuis les années 50-60, vous avez une grève tous les ans. Ce n'est pas le cas des agriculteurs. Il n'y a pas une mobilisation agricole tous les ans depuis 50 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez très justement rappelé, c'est que les agriculteurs sont très appréciés et ont un soutien dans l'opinion publique qui est très important. Le dernier sondage Odoxa Blackstone pour Le Figaro disait qu'ils étaient quand même à 76% d'opinion favorable. En janvier 2024, c'était quand même 87% des Français qui soutenaient la mobilisation agricole, lorsque le gouvernement, lui, est à 76% des Français qui considèrent qu'il gère mal la situation. Donc aujourd'hui, les Français sont plutôt davantage derrière les agriculteurs que derrière le gouvernement. Donc le gouvernement, en renvoyant les gens dos à dos, il y a un vrai risque politique. Et puis le dernier point, me semble-t-il, c'est qu'en fait, tout le monde comprend que la crise agricole n'est pas une crise uniquement basée sur des éléments conjonctuels, mais davantage structurels. C'est la crise de la production, c'est la crise des vocations, c'est la crise de la conversion du modèle agricole aux impératifs environnementaux. C'est toutes ces crises-là aujourd'hui qui sont structurellement posées, et évidemment la concurrence déloyale par certains autres secteurs agricoles du reste du monde, qui posent problème aujourd'hui aux agriculteurs. Et ça, les Français, comme les gens qui suivent la vie politique, ont bien compris. Et c'est pour ça que le gouvernement fait une erreur, me semble-t-il, à être très dur avec les agriculteurs en cette période. Alors, si les agriculteurs... forcément quelqu'un de visionnaire qui nous montre le chemin à suivre pour les années à venir.
le grand dessin, là, on n'est pas vraiment là-dedans en ce moment. Non, parce que la période n'est pas propice à cela. En fait, la période n'est pas pour révéler aujourd'hui des grands bâtisseurs, pour projeter une politique comme, je sais pas, le général de Gaulle en 58. Je savais que vous le citeriez à un moment. Évidemment, logiquement. Mais non, là, on est vraiment pour gérer le quotidien, les affaires publiques. Beaucoup de candidats dans les présidentielles. Oui, bien sûr. Là, on a souvent des projets réellement à plusieurs années. Exactement. Et alors là, pour Sébastien Lecornu, c'est pas sa grille de lecture. La grille de lecture qui lui a été donnée, les objectifs qui lui sont fixés, c'est de faire adopter un budget, et puis c'est de justement permettre de maintenir une forme de stabilité jusqu'à l'élection présidentielle prochaine de 2027 et faire en sorte que l'élection présidentielle ne soit pas anticipée. Et pour ça, c'est pour ça que je disais qu'il était efficace et qu'il adoptait la méthode des petits pas. C'est qu'en fait, il est efficace parce que pour l'instant, il est en train de remplir justement ces objectifs-là, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il avait deux objectifs. Un, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de présidentielle anticipée. Donc ça suppose pas de dissolution. Donc ça suppose une forme d'accord implicite de non-censure. En obligeant le président de la République, parce que souvent il avait été nommé une fois, puis il avait démissionné pour être ensuite après renommé par Emmanuel Macron, en disant justement au président de la République, je ne peux pas aujourd'hui répondre à cet objectif-là si vous ne me laissez pas les coups des franches pour négocier, notamment si vous ne me laissez pas rogner une partie de votre bilan, notamment la réforme des retraites. Il a réussi à imposer ça à Emmanuel Macron, de fait, en mettant sa démission dans la balance, ce qui a permis d'avoir les marges de manœuvre pour pouvoir négocier avec le Parti socialiste le fait de ne pas être censuré a priori. Donc ça, jusque-là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et a priori, il ne serait pas censuré jusqu'au 31 décembre prochain. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il évite la dissolution en dressant les contours d'une discussion autour du budget que les parties prenantes, effectivement, jugent plus ou moins acceptable, que ce soit le Parti socialiste ou les Républicains. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas, de fait, sur une censure, à voter une censure d'un parti comme la France Insoumise ou comme le Rassemblement National. Donc là-dessus encore, d'un point de vue rationnel et tactique, il a plutôt été efficace. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que, au-delà d'être efficace sur ces points-là, c'est qu'il est aussi tributaire d'une situation globale. La situation globale dans laquelle il est, c'est la dette abyssale, 117% du PIB, et le fait que la France dépense déjà beaucoup d'argent. Donc tous les mouvements sociaux, et c'est pour ça que je voulais revenir dessus tout à l'heure, où on a un vrai problème aujourd'hui de logiciel politique en France, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement social, la réponse, c'est de donner de l'argent aux gens, distribuer de l'argent sous la forme d'aide, sous la forme d'exonération, ou que sais-je. Par exemple, les Gilets jaunes. Il y a eu les Gilets jaunes, on a donné 17 milliards d'euros, c'est le début même, quoi qu'il en coûte, avant la crise sanitaire. À chaque fois qu'il y a des mobilisations de la SNCF, on donne de l'argent, etc. Là, le problème, c'est que le Premier ministre, n'a plus beaucoup d'argent, puisqu'aujourd'hui, la France est soumise à une posture de déficit excessif de la part de l'Union européenne, et parce que la France est déjà très endettée avec 117% du PIB, le plus haut taux depuis beaucoup d'années. Et donc, là où il y a un véritable problème, c'est si dans la rue, la contestation continue à prendre de l'ampleur, alors là, le Premier ministre n'aura pas les marges de manœuvre budgétaires pour y répondre. Et donc, c'est ça qui posera problème. Mais d'un point de vue politique, sur le théâtre politique, je trouve qu'il joue plutôt bien et qu'il est plutôt efficace. Ariane Ferrand, vous souligniez il y a quelques minutes la